Ok, donc on a déjà parlé d'habitude, mais en fait cette année, je voulais quand même essayer de mettre un peu en lumière d'autres choses par rapport aux années passées. Les années passées, on a déjà fait deux ateliers parlant en fait du livre de James Clear, vous voyez, Atomic Habits, sur comment avoir voilà, des petites astuces et on va les reprendre. Mais cette année, je voulais donner un peu notre, voilà, comprendre un peu mieux au niveau de l'installation des habitudes, qu'est-ce que c'est une habitude et commencer au niveau vraiment de la neuroplasticité et pourquoi c'est important la répétition. OK, donc l'habitude, pour sa définition, est une disposition acquise ben, qui est, comment dire, est relativement permanent et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Donc, ça peut être bien évidemment du positif ou du négatif. Elle est en quelque sorte un pouvoir qui facilite l'effort. Donc, je me brosse les dents, je ressens pas nécessairement d'effort pour brosser les dents à chaque fin repas. Elle est thématisée de façon centrale par différents auteurs, comme par exemple Aristote, Ravasson et Mandébérin. Donc, c'est quelque chose qui est déjà été étudié parce que c'est une partie centrale du comportement de l'être humain. Et comme on a dit tout à l'heure, ça peut être et une habitude négative et une habitude positive. Positive, ça veut dire que ça donne en fait un gain au niveau du comportement et négatif, ça veut dire qu'il y a un détriment au fur et à mesure du temps. Donc, la négative est bien facile à reconnaître parce qu'elle est bien facile à interpréter, et tandis que quand on doit aller travailler sur les positives pour mettre en place à la place en fait, des négatives, ça devient un peu plus compliqué. Donc, en fait, la première chose à comprendre, on l'a dit tout à l'heure pendant l'atelier des Hatha Yoga de Sicile, ben, c'est où est-ce qu'il faut aller. Parce qu'en fait, on l'a dit, c'est le moment des bonnes résolutions. Et début d'année, en fait, on a cette to-do list des choses qu'on veut mettre en place, qu'on veut absolument accomplir. Et c'est louable, hein. Attention, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que voilà, ça permet de mettre un peu à lumière qu'est-ce qu'on veut changer de notre vie. Mais ce qu'il faut faire en premier pas, c'est vraiment décider où y aller. Et justement, euh, le premier pas, c'est pour aller quelque part, c'est décider de ne pas rester où vous êtes. Donc déjà, je pense, et étant donné que vous êtes là, je pense que vous avez décidé de faire, d'accomplir ce premier pas. Et ça, c'est déjà très louable et très important. Et il faut comprendre quelque chose qui est il y a le comportement humain, les changements de comportement et des habitudes, il a été étudié. Et ça, c'est un système évolutif qui s'appelle système du changement transthéorétique, selon deux auteurs très connus ils s'appellent Di Clemente et Prochka. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils disent les psychologues? En fait, quand on est vraiment très loin de la nécessité d'échanger un comportement, on se dit on est dans une phase pré-contemplative. Par exemple, si on veut changer notre alimentation, mais voilà, il faudrait changer notre alimentation, mais on n'est pas du tout en fait concerné parce que comme on mange, c'est très bien, le résultat, même au niveau de la santé, ça ne nous touche pas, ça ne nous regarde pas. Donc, on n'est pas vraiment dans la phase du changement. Peut-être qu'il y a un professionnel de santé qui peut-être peut souligner le fait qu'il y a quelque chose à changer, mais c'est pas nous. C'est comme quand on doit arrêter de fumer. C'est très loin de nous, donc on n'y pense pas. On est dans la phase pré-contemplative. Quand on fait les pas suivants, c'est la contemplation. Donc en fait, on s'est dit, ah, mais ça serait bien que j'arrête de fumer. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que je mette en place. Et donc, l'étape suivante, c'est commencer à préparer le pas. Donc, je me renseigne auprès des professionnels, je me renseigne auprès des autres personnes autour de moi qui ont arrêté de fumer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre le patch? Est-ce que c'est plus raisonnable de faire
prendre la cigarette électronique? Est-ce que c'est plus rentable de jeter complètement déjà le paquet? Donc, en fait, on se prépare à l'action et après, on passe à l'action. Donc, il y a le passage à l'acte. Ça, c'est très important à comprendre pour savoir où vous êtes maintenant par rapport à l'habitude que vous voulez changer. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes déjà dans la phase de préparation ou vous êtes déjà dans la phase de l'action? C'est tout à fait normal d'être dans une phase ou de l'autre, sachant que quand les comportements changent, le plus souvent, c'est une glissade entre les différentes étapes. Donc, on prépare, on passe à l'acte, mais hop, il y a une rechute. Et quand j'ai dit, j'ai souligné, comment dire, c'est très important pour moi souligner l'effet de la rechute parce que dans le changement, la rechute est contemplée, fait partie du changement. Donc, quand on retombe de la rechute, on ne se trouve jamais dans la phase très contemplative et très loin où on était au tout début, en fait. On a quand même évolué, on a quand même apporté déjà des changements, on a acquis des compétences. Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a une glissade qui fait si, en fait, qu'à la fin, on a le maintien de l'habitude, partie pour le temps, donc c'est plus longève sous le temps quand on s'est passé déjà 6 mois et c'est plus difficile en fait qu'il y a ces basculements entre la phase pré-contemplative, le passage à l'acte et la rechute. OK? Donc ça c'est la partie en fait pour comprendre où on est. Mais c'est vrai aussi qu'il y a bien évidemment toujours des problématiques dans la vie. Donc nous, on part avec tous les bonnes résolutions de l'année, mais après, il y a les événements ennemis. Il n'y a pas de temps, la salle de sport qui ferme ou qui change d'horaire, les compagnons qui ne nous soutiennent pas ou la copine, la compagne qui ne nous soutient pas dans les changements, et des vacances qui après vont casser les rythmes, et le travail qui devient plus important, on change En fait, il y a toujours des événements qui vont mettre en péril la stabilisation de notre habitude. Donc, c'est bien de comprendre que c'est normal qu'il soit là et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, quand on est en fait dans la phase où on est en train d'échanger, il y a toujours ce qu'on appelle l'ambivalence. Donc, on sait dans la phase pré-contemplative et dans la préparation qu'il faut changer l'habitude. Mais on reste bien ancré dans les vieilles habitudes. Dans les vieilles habitudes parce que au niveau neuronal, c'est la chose la plus simple. Et le système en fait neuronal marche avec la simplicité. Le plus simple, le moins en fait des difficultés on a à commencer au passé à passer à l'acte, le plus c'est facile. Donc on a en fait cette idée d'un côté et de l'autre en fait il y a quand même des mécanismes qui restent sur place, qui restent sous les vieilles habitudes et ça c'est complètement normal. C'est bien de comprendre que c'est toujours euh, l'ambivalence des deux voix qu'on a en tête et ce qu'on fait, c'est à la fin les champs qui ont nourri. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. En fait, on a deux champs, en fait, et tous les deux, un c'est méchant et l'autre c'est bon. Donc, le champ bon, en fait, la voie, on va dire, c'est la métaphore, en fait, pour dire la bonne voie, c'est celle qui nous dit, en fait, qu'on est gentil, qu'on est bien, qu'on est joli, voilà. Et la méchante, en fait, ah, mais tu es moche, tu es bon à rien et tout ça. Et à la fin, c'est qui la voix qui gagne, c'est la voix qu'on nourrit. Donc, bien évidemment, quand on nourrit et on soutient les changements, on va nourrir la possibilité effectivement d'évoluer et d'installer les bonnes habitudes, sachant que c'est toute une question de neuroplasticité. Donc, d'arroser les bons circuits, les bonnes actions pour bien installer. Si on pense par exemple au fil interdentaire,
Donc, tout le monde se brosse les dents, mais quand il faut passer les fils interdentaires, bien évidemment, on se coince avec des douleurs, des petits saignements. Et donc, en fait, c'est des nouveaux gestes qu'il faut prendre, qu'il faut mettre à la place des anciennes et que si effectivement on ne trouve pas sur le court terme un réel bienfait, eh bien on ne l'installe pas. Tout le monde se brosse les dents parce qu'on sait très bien qu'au niveau social, c'est impossible d'avoir une mauvaise haleine. Voilà, que si on a des caries, c'est de l'argent qu'on dépense énormément chez les dentistes. Et donc, finalement, l'attitude de se brosser les dents, c'est quelque chose qui, hop, elle est acquise, on l'a fait. Pas... Bon, tandis que quand on a des nouvelles et on ne voit pas vraiment les bienfaits immédiatement, même si notre dentiste nous demande de passer les fils interdentaires, c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que c'est de la gestualité qu'il faut mettre en plus. Donc, l'ambivalence est liée vraiment à ces moments de faire une chose qui est inconfortable. Et ça, c'est justement quelque chose qu'on peut travailler grâce au renforcement. Euh, Parce qu'il faut faire les nouvelles connexions neuronales, comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, bien évidemment, quand on l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre quelles habitudes il faut changer. On l'a dit pendant l'atelier avec Cécile, souvent on part avec des listes et on ne sait pas où y aller. Euh, Moi, je conseille toujours plutôt de se mettre au calme et d'écrire 2000 choses, plutôt de prendre un temps des méditations, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire ce qu'on appelle la méditation en marchant. Donc, la méditation marchand, je vous invite à prendre le temps de laisser le téléphone à la maison. Je vous rassure, même s'il vous manque effectivement la main, puisqu'on a tellement l'habitude que les téléphones est devenu vraiment des doigts rajoutés à notre main, je vous rassure que rien ne va vous arriver. Et bien, pendant cette méditation, cette marche dans la nature, je vous invite vraiment à vous ancrer à vos besoins et à ceux dont les idées en fait que vous avez par rapport à ce que vous voulez devenir et les habitudes que vous voulez changer. Mais pensons humblement à changer pas plus de une, deux, trois habitudes au grand max. Parce que justement, sinon, ça devient vraiment trop importante au niveau économique, économique pas de l'argent, mais économique au niveau énergétique. Et donc, les risques, c'est de trop vouloir faire et à la fin de la journée, en fait, rien attendre. Donc, à la fin de cette méditation, le but, c'est de répéter les phrases qu'on a pensé d'échanger. Donc, je veux faire du pilates trois fois par semaine. Ben, à la fin de cette méditation, le répéter en troisième personne singulier. Donc, dire Viola veut faire du pilates trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, sur des réseaux, sur YouTube ou avec un tel prof et donc d'être vraiment spectatrice et d'entendre la voix qui parle de vous. Ça, c'est très, très puissant. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire, bien évidemment, si vous êtes peut-être à l'abri d'autres personnes, hein, parce que sinon ils pensent que vous êtes folle, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais voilà, prendre du temps pour soi-même et déjà être dans la nature, être avec ses pensées, se recentrer sur soi-même. Et la nature soi-même est réparatrice, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit dans le bois, dans la forêt, à la mer. Et souvent, en fait, quand on pense à tous les changements qu'on veut apporter, on se dit, bah oui, mais bon, j'ai pas de temps, en fait. Où est-ce qu'il va mon temps? Pourquoi il y a des gens, en fait, qui arrivent à faire 2000 choses, ils ont quand même une montre à 24 heures et moi, j'ai pas de temps. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est un exercice voilà, qu'on peut faire sur une semaine ou sur quelques jours. C'est vraiment de prendre note de toutes les activités qu'on fait pendant la journée, mais toutes les activités, même sortir la poubelle, brosser les chiens, faire les courses, préparer à manger, regarder la télé.
combien j'emploie au niveau des, voilà, à prendre la douche, à me maquiller. Et donc, une fois qu'on a tracé toutes les activités, les analyser et voir effectivement où est-ce qu'il va mon temps. Donc, de faire un petit pourcentage. Mais je vais vous spoilerer quand même quelque chose de très important parce que, voilà, euh, le, voilà, si on va dire qu'en France, la vie moyenne va être environ jusqu'à les 80 ans. C'est un peu plus long pour les femmes, un peu plus court pour les hommes. Donc, en fait, on va diviser notre cake, la cake de notre vie, à 80 tranches, slides. Donc, en fait, toute notre vie est c'est sous cake ou camembert, ce que vous préférez en fait. Et quand on va analyser les pourcentages en fait du temps employé, ben on voit que dans une vie, on passe les 30% à dormir. Et donc, bien évidemment, si vous avez assisté à la télé du sommeil, surtout pas, on ne touche pas au sommeil, on ne va pas diminuer la quantité et les besoins de sommeil parce que c'est la base énergétique de notre santé, c'est le sommeil, donc on ne le touche pas. On a quand même les 16%. Moi, ça m'a quand même un peu étonnée parce que 16%, ce n'est pas beaucoup de travail. Et après, regardez, 11% plus 16% regardant la télé et regardant le téléphone. Donc, en fait, ça fait quand même 27% de notre vie passée à la télé ou sur le téléphone. Donc, pour moi, c'est une aberration, en fait, de vivre avec... voilà, c'est quelque chose qui est très important. Attention, je ne veux pas non plus juger, hein, parce que c'est très important si un moment on se trouve en difficulté, de se regarder Pretty Woman pour la centième fois. Et si on va pas bien, c'est absolument raisonnable et en tout cas conseillé, OK? Mais après, quand on va voir les restes, donc on passe un peu de temps justement à faire tout ce qui est ménage, les travaux au niveau domestique, presque les 5% du temps à manger, les 4% en vacances. Après, les 2%, c'est très peu en fait dans les écoles pour les études. 1,4% dans les relations romantiques, 1,3% pour socialiser. Pour les transports, 1,3%. Moi, c'est quelque chose que moi, je déteste, tout ce qui est les transports, perdre du temps, en fait, dans les transports. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup raisonnable, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut quand même avoir la lecture des audiolivres, en fait, des podcasts. Donc, on peut quand même rentabiliser notre développement personnel aussi pendant les transports en commun. Très peu de temps à faire des exercices et quand on dit others, ça veut dire 1,4%, c'est toutes les activités qu'on aime. Ça veut dire ben, jouer avec les enfants, aller au cinéma, je ne sais pas, peindre un cadre. Donc, vous voyez, finalement, on passe notre vie à faire des choses qu'on n'aime pas. Donc, c'est très important d'avoir un peu la sensibilité de comprendre voilà, on peut faire d'autres choses. Et j'aime bien en fait parler de ces livres que Cécile m'a prêtés, donc les 5 regrets des personnes en fin de vie. En fait, elle est une infirmière australienne qui accompagnait des patients à la fin de leur vie, donc des patients oncologiques. Et quand elle a interviewé pour comprendre voilà, les regrets qu'ils avaient à leur fin de vie, eh ben, c'est jamais sorti. Je voulais travailler plus, c'est jamais sorti. Je voulais quand même regarder un peu plus le téléphone. Mais les 5 au niveau statistique qui sortaient le plus souvent, c'était ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie comme je l'entendais et non comme elle l'attendait de moi. Donc, c'est assez parlant. Avoir consacré trop de temps au travail, aïe. Ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Avoir perdu mes amis de vue. Ne pas être autorisé à être plus heureuse, plus heureux. OK? Donc, c'est important un peu quand on va couler en fait toute la vie, qu'à la fin de la journée, les choses importantes sont les relations, on l'a déjà dit, c'est l'amitié, c'est
avoir gagné du temps avec la famille, avec les chers et avoir quand même employé du temps à devenir en fait la personne on voulait vraiment devenir et pas comment dire, la version qu'on s'attendait de nous-mêmes. Donc, c'est important pour moi de souligner tous les passages parce que quand on va employer nos habitudes, il faut que ça ait du sens vers ce qui est important pour nous, pour nos valeurs. Et donc, on arrive à comprendre le système dopaminergique. Pourquoi les mauvaises habitudes sont si faciles à se faire? Ben, parce qu'on a ce qu'on appelle justement, euh, on l'a déjà nommé pendant l'atelier en fait et sur les addictions. C'est les systèmes dopaminergiques. Donc, on cherche à attendre un réconfort qui soit le plus immédiat possible. Donc, en fait, quand on veut être soulagé, on veut se calmer, on veut se détendre après une journée de travail, c'est beaucoup plus facile et immédiat allumer la télé, se mettre sur le canapé, ouvrir un paquet de chips et se nourrir un peu de ce qui vient au niveau dopaminergique immédiatement. OK? C'est beaucoup plus difficile concevoir que finalement, au niveau aller par exemple à la salle de sport ou marcher, c'est bien évidemment un bienfait dopaminergique qui arrivera, mais c'est une réponse, un réconfort qui est beaucoup plus tardive. Donc, en fait, quand on doit faire comment dire, cette évaluation du passage à l'acte, c'est difficile de passer à l'acte et donc de commencer la bonne habitude si on part d'une situation qui est déjà prive d'énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, si on est déjà très fatigué, on a déjà énormément de surménage. On a déjà une très mauvaise alimentation. C'est très difficile d'avoir ce niveau basal de dopamine. On dit en fait pour attendre cette récompense dopaminergique, il faut quand même déjà l'avoir à la base. Pensez-vous, en fait, si vous venez de faire une nuit très difficile au niveau du sommeil, donc avec 2000 réveils, ben, c'est laisser les chaussures pour aller à la salle ou aller marcher, c'est tout simplement impossible parce que voilà, les niveaux basal et énergétiques est très difficile. Donc, quand on voit les 5 choses plus importantes qu'on peut utiliser pour maintenir ces niveaux dopaminergiques basal, c'est le premier, c'est le sommeil. Les deuxièmes, c'est ce qu'on appelle une non-sleep deep rest. Donc, ça veut dire un power nap qu'on atteint aussi avec le yoga nidra. Donc, les yoga nidra, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là, Viola. Ouais, est-ce que tu as envie de partager un peu les notions des yoga nidra? Alors, oui, alors moi, je ne suis pas professeure de yoga nidra, mais par contre, je fais de temps en temps des séances. C'est un yoga aussi extrêmement puissant. On l'appelle aussi le yoga du sommeil, en fait. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que c'est un yoga qui ressemble plus à une relaxation extrêmement profonde. Il y a certains qui trouvent que ça ressemble à des séances d'hypnose ou de sophrologie. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à une méditation guidée. Et on Mhm. l'appelle aussi yoga du sommeil parce qu'il y a un impact scientifiquement prouvé, effectivement, sur l'amélioration en fait de la qualité de notre sommeil avec la pratique du yoga nidra. Et en fait, tout simplement, alors le yoga nidra demande aucun effort physique. On est allongé en savasana, donc en position du cadavre, comme on l'a fait plusieurs fois pendant la séance de tout à l'heure. Et on va en fait se laisser guider par notre professeur qui va en fait s'adresser à la partie la plus profonde de notre conscience et on va aller vraiment puiser au plus profond de nous. Ça se fait en plusieurs étapes, en 10 étapes. Et c'est très puissant.
Et c'est extrêmement bénéfique. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, on peut mettre dans une routine une fois par mois ou une fois par semaine. Et c'est quelque chose qui est agréable à faire essentiellement le soir, puisque c'est propice à l'endormissement. Voilà ce que je peux ce que je peux partager avec vous. Mais je suis Très bien, fan du yoga nidra. super, très bien. Aussi parce que voilà, on a quand même des réseaux au niveau de YouTube, il y a quand même des vidéos. Est-ce qu'à ton avis, 10 minutes de yoga nidra, sont suffisants déjà pour le soir, pour moi, c'est faire ce travail? Oui, C'est je pense que 10 minutes suffisent pour passer les 10 étapes. L'essentiel, c'est d'avoir ces 10 étapes un petit peu en tête. Vous les trouvez facilement. Vous tapez Yoga Nidra sur YouTube. On vous explique un petit peu, c'est très simple. On commence par une intention, ce qu'on appelle le Sankalpa, et après, on déroule petit à petit. On va faire un petit scan corporel. On va travailler un petit peu sa respiration. Et voilà, et on fait beaucoup de visualisation. Mais oui, 10 minutes, c'est déjà énorme. C'est Mhm. super, 10 minutes. Ok, très bien. Est-ce que Valérie, toi, tu voulais rajouter quelque chose peut-être par Oui, rapport à ça? oui, oui, oui. Alors moi, je travaille beaucoup avec le yoga nidra aussi, effectivement. Comme tu dis, Cécile, il y a déjà un phénomène hypnotique de toute façon de base, hein, puisque on atteint un état modifié de conscience. Et dans cet état modifié de conscience, dans le yoga nidra, il y a beaucoup d'alternance droite-gauche, en fait, et il y a plusieurs degrés. Alors, le premier degré, c'est vraiment le plus basique, c'est celui dont on peut aussi se rappeler du coup, et tout ça, c'est toujours une histoire d'entraînement. Moi, j'ai des patientes, par exemple, qui ont du mal à visualiser des choses parfois, des couleurs, des paysages, elles ont du mal. Par contre, elles adorent tout ce qui va être ressenti, scan corporel, tout ce qui a trait à la proprioception et à l'intérieur du corps et de la peau. Et le yoga nidra, bah, typiquement, elles adorent. Ok. Donc, on peut faire des séances effectivement de 10 minutes, comme on peut faire 40 minutes, 45 minutes, tout dépend du temps qu'on a, de notre degré de réceptivité, d'anxiété ou pas, toujours. Et puis, oui, on les trouve facilement. Moi, j'en avais enregistré une, je la partagerai. Elle est sur YouTube de Yoga Nidra déjà. Mettre une intention et aussi se dire que au retour, on peut très bien s'endormir. Parce que c'est des séances, comme tu l'as dit, hein, c'est aussi le yoga du sommeil qui nous font partir. Moi, vraiment, de manière classique, quand il m'arrive de me réveiller la nuit, si je resombre pas tout de suite dans le sommeil, eh bien, je fais un yoga nidra. Donc, c'est quelque chose où on doit. C'est un peu comme la cohérence cardiaque. On l'a tellement intégré qu'au bout d'un moment, on se le fait tout seul. Ok. Ah, toi, tu te le fais toute seule, en fait, Valérie. Oui, oui, oui. Et je vois jamais la fin, du coup, dans la nuit parce que ça marche très, 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 très bien. On se rendort. Oui. Ok, chouette, très bien. Donc, en fait, moi, j'avais fait des yoga nidra, je Mm. le faisais en fait le vendredi à midi. Et franchement, c'était une journée super. Après, mon prof, il est parti. Mais c'était vraiment régénérative, en fait. C'était mettre vraiment les piles à recharger. C'est incroyable. Après, l'autre chose très importante pour maintenir les niveaux de dopamine au niveau basal, c'est l'alimentation. Pourquoi? Parce que la construction en fait de la dopamine, ça se fait à partir de la tyrosine. Et donc, c'est bien d'avoir dans notre alimentation de tous les jours des aliments surtout d'origine végétale riches en tyrosine, comme par exemple les grains de sésame. Donc, comme les tahines, c'est la pâte à tartiner qu'on utilise surtout en fait dans la cuisine typique du Moyen-Orient. Les noix, les grains de courge, l'avoine, les amandes et l'avocat. Et un cofacteur très important pour partir de la tyrosine et arriver à la dopamine, c'est le fer. Donc, c'est clair, quand on a tous les carences en fer, je parle à toi aussi, et une situation qu'on a souvent en fait en post-opératoire, mais quand on manque du fer, vous voyez que
c'est pas nécessairement le faire. Bien évidemment, quand on a des anémies martiales très importantes, c'est vraiment de l'essoufflement parce qu'il nous manque aussi l'oxygène. Mais quand on voit le manque d'un sommeil réparateur où on manque en fait de cette envie de passer à une action, ben, vous voyez que la carence en fer, ça joue aussi de façon très importante. OK? Donc, toujours monitorer un peu ce qu'on mange. Après, la chose suivante, c'est le soleil. Donc, ici, on est bien gâté pour l'exposition solaire. C'est pas seulement, en fait, parce que, comme on l'a dit pendant l'atelier du sommeil, ben, l'exposition à la lumière du jour règle le rythme circadien, régulant, en fait, le rythme du jour et des nuits, et donc, encore une fois, favorisant le sommeil. Mais c'est aussi parce que l'exposition solaire participe à la production des vitamines D. Donc, la vitamine D, ça s'appelle une vitamine, mais finalement, c'est un hormone qui participe à des tonnes de réactions enzymatiques, entre autres dans la régulation de l'humeur, dans la régulation du système immunitaire et aussi, bien évidemment, comme tout le monde le connaît, dans le métabolisme de l'os. Mais attention, je vous rappelle, vitamine D, l'absorption, c'est toujours à travers le soleil. Ce sont les rayons du soleil qui tapent la peau, donc qui favorisent la production, mais c'est toujours protégé. Donc, toujours l'écran solaire, OK? Et finalement, l'exercice, parce que l'exercice soi-même, c'est quelque chose en fait qui, au fur et à mesure, nous induit en fait à augmenter ce niveau dopaminergique du moment où on a passé la barrière en fait de surmonter les courbatures qu'à chaque jour, jour après jour, quand on commence l'activité physique, on ressent. Donc en fait, on va encore une fois favoriser les systèmes énergétiques. Donc, quand on parle d'habitude, on parle souvent d'autodiscipline. Qu'est-ce que c'est l'autodiscipline? C'est quand on a dit tout à l'heure, le système dopaminergique, c'est attendre quand même les systèmes de récompense, avoir la capacité d'attendre la récompense qu'elle ne peut pas souvent être immédiate. Donc, c'est faire l'autodiscipline, quelque chose que tu ne veux pas faire pour avoir après la possibilité de faire quelque chose que tu veux vraiment faire. Autrement, c'est beaucoup plus facile passer l'après-midi à regarder les téléphones plutôt que de le passer révisant toute la journée pour avoir finalement l'objectif d'atteindre une belle note. Vous voyez, donc c'est en fait s'éloigner de la récompense immédiate pour être capable d'avoir la récompense tardive. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui doit être entraîné. C'est quelque chose qui, justement, depuis la jeune enfance, doit être appris. De ne pas avoir toujours, en fait, la récompense immédiate, mais d'être capable, en fait, de l'attendre. Donc, quand on va voir le cycle des habitudes, ça, c'est le modèle qu'on appelle des hooks. Et donc, on a, c'est un fonctionnement un peu que ça peut être perpétué à l'infini. Il y a l'examen au niveau de l'environnement et on a la réponse à cet examen. Donc, il y a ce qu'on appelle les triggers, donc le signal qui déclenche, qui motive, et ça peut être un signal externe ou interne, qui détermine en fait l'action, qui conduit à bien évidemment un reward, une récompense, et qui permet justement de continuer à perpétuer les signaux. Donc, c'est le cycle en fait de l'habitude qui continue en fait s'il est bien intégré à perpétuer la bonne ou la mauvaise habitude. Donc, en fait, tout simplement, ben, j'entends en fait la sonnette du téléphone. Je veux voir qui c'est qui m'appelle ou je veux voir à qui appartient les textos. Donc, je passe à l'action. Le reward, donc la récompense, c'est savoir qui m'a répondu. Donc, j'ai investi en fait mon temps à lire le message et à perpétuer en fait ces systèmes qui est bien intégré parce qu'il y a le passage à l'acte a quand même sa récompense immédiate. Je veux savoir qui m'a envoyé un texto, qui m'a écrit sur Instagram, etc. De la même façon, en fait, il faut comprendre que c'est véritable aussi pour les mauvaises habitudes, pour les bonnes habitudes, pardon. Alors, le signal, c'est quelque chose qui peut être interne ou externe, on a dit. Ben, pour nos ancêtres, était
les besoins internes qui intégraient l'habitude. Donc, c'était des besoins basiques comme la faim, la soif, l'amour. Et nous, au jour d'aujourd'hui, on a plutôt en fait la recherche des signaux, on a la réponse à des signaux qui sont plutôt extérieurs, des gratifications qui sont extérieures. Donc, l'argent, la célébrité, l'approbation, l'amitié, l'amour. Donc, c'est plus en fait avoir déjà un peu la capacité de comprendre qu'est-ce qu'on va rechercher à travers cette action. Donc, c'est pour ça que la marche, la méditation en marchant, c'est quelque chose qui doit chercher en fait dans nous-mêmes ce qu'on souhaite. Est-ce que c'est être en forme physique pour nous-mêmes ou pour l'approbation des autres? Bien évidemment, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais c'est seulement en fait comprendre qu'est-ce qu'on souhaite. C'est être en forme pour être en meilleure santé ou être en forme pour plaire. Vous voyez, donc il y a des nuances différentes qu'on peut quand même être capable de souligner. Après, donc, il y a les désirs. Donc, ça, un certain degré de motivation ou d'ambition, nous n'avons aucune raison d'agir. Donc, on a les désirs, en fait, de savoir qui m'écrit. Et ce que nous désirons, en fait, ce n'est pas l'habitude en tant qu'elle, mais plutôt les changements d'état qu'elle produit. En fait, c'est pas nécessairement regarder le téléphone, mais c'est seulement qu'en regardant le téléphone, je me sens mieux parce que je sais que ma copine m'a écrit. Vous voyez la différence? Donc, c'est pas l'action soi-même, mais c'est l'objectif en fait de l'action. Et chaque désir est lié à la volonté de changer son état intérieur. Donc, j'ai envie de me sentir mieux. Est-ce que tu voulais rebondir là sur ces désirs internes externes, Valérie? Oui. Alors, la question du désir en psycho, elle est toujours centrale de toute façon. Et effectivement, elle transcende bien, comme tu dis, Viola, l'action. Dire, c'est pas le fait de regarder le téléphone, ça va pas être le fait peut-être d'ancrer une habitude alimentaire ou de sport, etc. L'important, c'est aussi de travailler sur les projections, sur les objectifs en quelque sorte. Je détaillerai tout à l'heure dans la partie objectifs et valeurs, mais il faut bien entendre que le désir, par définition, il reste inassouvi. Non, à partir du moment où le désir est comblé, en quelque sorte, bah, il est réalisé et naît un nouveau désir. Donc, le propre du désir, c'est de nous laisser sur un état de tension, en quelque sorte. Et tout notre travail, nous, d'humains, avec une conscience, c'est de prendre conscience de cet état que cet état de tension, de non-comblement, en quelque sorte, c'est un état normal et de pouvoir le supporter. Sinon, c'est vraiment le propre de l'anxiété, un désir non assouvi, mais non conscientisé. C'est un espace, on le détaillera après, mais c'est le propre de l'anxiété et qui va chercher par tous les moyens à être comblé et comblé de manière, comme tu dis, immédiate, dans des réponses forcément qui conviennent pas au corps et au mental. Ok, très bien. Donc, vraiment, cette double lecture-là, le désir nous pousse à agir, mais le désir comporte en lui-même la tension de rester un désir aussi. C'est le feu sacré. Ok, super. Merci. Merci Valérie. Donc, hâte de voir un peu les nuances à découvrir tout à l'heure. Et donc, en fait, la réponse, pardon, la réponse, c'est la véritable habitude que nous développons. Donc, c'est l'action ou le pensée qu'on a dans le passage à l'acte. Qu'il y a la réponse dépend de combien de motivation on a ou combien de résistance. Si une action demande un effort physique ou mental supérieur à ce qu'on veut faire, alors nous ne le ferons pas. Donc, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, Cécile, pendant notre yoga, toujours respecter nos limites et nos possibilités parce que bien évidemment, ça reste quand même va quand même caractériser notre unicité. Donc, c'est important de pousser un peu la barre, mais respectons nous-mêmes. Bien évidemment, je ne peux pas espérer de rajeunir des 20 ans parce que quand même, je n'ai plus de 40. Donc, je ne peux pas quand même aller
au-delà, en fait, des capacités. Moi, que j'ai un super chirurgien esthétique, mais mon mari fait des chirurgiens bariatriques, comme vous le savez déjà. Donc, c'est pas possible. On restera avec cet âge-là pour l'instant. Alors, donc, le but, comme on a dit, à la fin, c'est la gratification. Donc, c'est le but final, c'est d'avoir quand même quelque chose qui nous arrive en arrière et être capable de l'attendre. La capacité d'atteindre ce résultat est très différente, en fait, des personnes en personne. Et souvent, quand on installe la nouvelle habitude, aujourd'hui, j'en ai parlé aussi sur Instagram ce matin. Aujourd'hui, c'est le Kitting Day. Donc, en fait, ils ont fait des évaluations statistiques à travers une application qui monitorise les activités physiques qui s'appelle Strava. Et donc, ils ont analysé 800 millions comment dire, activités physiques enregistrées et ils ont vu que le 19e jour, souvent le deuxième vendredi du mois, quand au début de l'année, on met les bonnes résolutions, ben, c'est le moment où tout le monde un peu abandonne les bonnes résolutions. Tout ça, pourquoi souvent? Parce que ou il y a eu un événement qui en a, entre guillemets, mangé mal, ou sauté un entraînement, on n'est pas sorti avec notre copine comme on s'était en fait prévu. Et donc, il y a eu, comment dire, l'événement qui a déraillé de notre beau schéma qu'on avait dessiné. Et l'autre, c'est parce qu'on ne voit pas immédiatement le résultat de ces changements. Et donc, j'apporte toujours l'exemple, en fait, du glaçon. Donc, le glaçon reste glaçon. On est dans une chambre à moins 15 degrés. Ben, les glaçons restent glaçons. On augmente la température, on est à moins 5. Les glaçons restent glaçons. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de changement. C'est au fur et à mesure d'augmenter 1 degré, 1 degré, 1 degré. Donc, après 7 jours, 8 jours, 9 jours, donc finalement, on passe à 1 degré. Et donc là, le niveau de potentiel latent s'exprime. Donc finalement, au fur et à mesure de l'augmentation en fait de la température, au fur et à mesure de faire l'exercice, au fur et à mesure de changer notre alimentation, les changements vont prendre place. Et donc, c'est là qu'il commence à fondre. C'est là qu'on commence à voir qu'on se sent mieux. C'est là qu'on commence à voir qu'on dort mieux. OK? Donc, c'est très important de comprendre que c'est un effet qui se construit. En anglais, c'est les compound effects. Ça veut dire qu'on va construire. Si on va devenir à 1% tous les jours, les habitudes vont donner en fait un gain marginal sous la somme de tous les jours où on a augmenté en fait cette activité de 1%. Donc, finalement, quand on fait les calculs, faisant tous les jours les 1% en plus, à la fin de l'année, on devient 37 fois meilleur par rapport où on était au début d'année par rapport au fait, en fait, que si on a aucun changement, ben, on va qu'empirer la situation. Worse, c'est s'empirer, en fait. OK? Donc, les habitudes sont très intéressantes dans ce sens-là parce que même si elles sont tout petites, il y a un capital qui va se construire. Et même si ce capital, c'est que de le 1%, à la fin de l'année, à la fin des 365 jours, 66 cette année, donc on a quand même quelque chose en plus, ben, ça va être différent. OK? Et une partie très importante pour changer les habitudes, c'est de les accrocher l'un et l'autre. Donc, même s'il n'y a que 1%, pour faire si que cette nouvelle habitude ait un peu plus de facilité à s'installer, c'est une technique, c'est de l'accrocher à quelque chose qui est déjà bien installé, qui est déjà ancré. Donc, en fait, en fait, je vais méditer 5 minutes après avoir bu mon café du matin. Parce que je sais que tous les matins, je vais boire mon café sur le canapé et je me pose 5 minutes pour boire. Donc, je sais qu'à la fin de mon café, ben, j'allume mon application de méditation ou je cherche sur YouTube les vidéos de Valérie et je médite. Donc, en fait, les deux, finalement, elles vont être connectées par des connexions neuronales qu'elles vont se faire. En retournant du travail, le mardi et les jeudis, je mettrai mes baskets
pour aller marcher. Donc, je sais déjà que le mardi et les jeudis, puisque quand je rentre du travail, je change mes chaussures, les baskets, elles sont là, donc je vais marcher parce que rentrant, il y a déjà l'activité, l'habitude de rentrer, d'échanger les chaussures. Je sais que je vais me mettre les baskets pour sortir. Ou si on veut être un peu plus minimaliste, on sait que quand on achète un objet, qu'on ne veut pas combler notre maison des nouveaux objets. Donc, quand un objet rentre, il y en a un autre qui sort. Donc, je sais déjà pour éviter d'acheter trop de choses que, voilà, selon en fait l'objectif que chacun, c'est toujours, chacun est différent. Et ce qu'il dit, en fait, c'est le psychologue Kurt Lewin. Il formulait, en fait, cette équation où le comportement, c'est la fonction de la personne dans son environnement. Donc, la motivation, comme le dit James Clear dans son livre Atomic Habits, la motivation est survaluée. Le contexte est beaucoup plus important. Donc, on est l'architecte de notre environnement et selon notre environnement, selon, en fait, bien évidemment, pas tout le monde a la possibilité d'avoir une si jolie salle de sport, mais sinon, en fait, si on expose les paniers de fruits et légumes dans notre cuisine, ben, bien évidemment, c'est plus facile de manger un fruit plus. Oui, je crois qu'on a perdu la connexion. Oui. Oh merde. Ça va reprendre. C'est quoi Tu peux comme peut-être ça? en profiter pour rebondir. À ce que dit Viola justement sur l'impact du contexte, souvenez-vous de ce qu'on avait dit aussi sur l'impact du visuel qui est quand même un des sens les plus prépondérants hein, qui nous guide et justement comment le visuel vient impacter notre inconscient, notre système d'habitude. Tout ce qui est bien et qu'on voit, qui nous donne envie, va favoriser des habitudes que vous voulez développer, donc pour laisser en vue dans notre quotidien. Au contraire, tous les autres objets vont parasiter ce qui est cassé, ce qui est à jeter, ce qui ne va plus, ce qui ne convient plus, vient parasiter et faire loup. Donc souvenez-vous de ça aussi. Merci Valérie, tu as pris la main. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Ah, donc, pour continuer, en fait, dans les habitudes, on a dit, c'est important le gain marginal, les 1%, c'est important l'environnement et c'est important aussi des gens desquels on s'entoure. Ça, c'est un travail qui a été fait, en fait, dans les patients obèses. Et donc, pour comprendre l'effet des relations qui est l'effet qu'on a sur les relations des personnes proches, de la famille et des amis, on voit sur un échantillon de 12 000 personnes qui avaient des proches, des amis ou de la famille en état d'obésité avaient 57% plus de chances d'être en état d'obésité. Bien évidemment, ce discours va bien loin dans la stigmatisation de l'obésité. C'est pas parce que vous avez un ami obèse qu'il faut, voilà, il faut l'éviter. Mais c'est pour comprendre que finalement, si on s'entoure en fait des personnes motivées pour faire du sport, ou pour manger sainement, ou pour aller au cinéma, ou pour voilà, atteindre l'objectif qu'on se préconise, c'est beaucoup plus facile parce que finalement, on est mieux entouré. C'est les discours qu'on avait fait en fait quand on a parlé des Blue Zones. Ben, les Blue Zones, c'est comment dire, des sociétés, c'est des ensembles des personnes qui pensent toutes de la même façon. Vous vous rappelez les adventistes de cet un jour? En fait, tout le monde fêtait Shabbat les samedis, tout le monde mangeait végétarien. C'était pratiquement impossible de ne pas faire ses pauses à la fin de la semaine et de manger bien et de faire du sport. Donc finalement, si on s'entoure et on côtoie des personnes en fait qui vont dans la même direction qu'on souhaite, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est vraiment l'effet ricochet.
Et cet effet a été étudié, par exemple, dans cette étude qui est randomisée. Donc, on a divisé deux groupes des couples. Euh, une partie du groupe était soumise à un régime Weight Watcher, donc bien loin de ce qu'on préconise, mais c'est pour vous expliquer l'impact qu'il y a sur le conjoint. Ben, dans les groupes où la personne était au régime Weight Watcher, les 32% des conjoints a perdu du poids. Et il n'était pas au régime, mais c'est seulement en fait côtoyant en fait les conjoints qui mangeaient Weight Watcher et qui bien évidemment ils mangeaient de façon différente, ben, qu'il a perdu du poids. Je pense que sûrement vous avez peut-être pu avouer les mêmes parcours ou les mêmes effets dans votre famille quand vous avez suivi en fait les régimes à la suite de la chirurgie. Donc, la science qui permet de faire ça, c'est toujours la neuroplasticité parce que quand on a en fait un parcours à suivre, j'ai fait toujours l'exemple en fait du chemin en pleine campagne. Donc, d'abord, c'est un camp, c'est un champ, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une personne à marcher dessus. Après, ça devient un sentier, ça devient vraiment un petit roue de campagne. Et finalement, il passe l'autoroute, il y a le chemin de fer et finalement, ça devient un train grande vitesse. Donc, de plus en plus on va parcourir en fait ces systèmes, de plus en plus, ça devient quelque chose qui est facile parce que au niveau cérébral, c'est vraiment quelque chose qui va développer, il va agrandir l'aire cérébrale intéressée. Les taxistes de Londres, ils ont l'amygdale hypertrophique. Pourquoi? L'amygdale, c'est la région du cerveau qui permet l'orientation au niveau géographique. Et dans les passages de la licence pour devenir taxiste à Londres, il fallait savoir en mémoire, par cœur, euh, tous les possibles en fait, schémas et les routes de Londres. Donc, en fait, on voit que les taxistes, ils ont cette amygdale qui est hypertrophique pendant le travail. Du moment où ils passent à la retraite, ben, l'amygdale est rétrécie. Donc, c'est fantastique. Je trouve en fait que finalement, même si on estime encore une fois qu'on a une telle génétique, mais la génétique elle compte vraiment que pour le 3% et les restes, c'est nos habitudes, ce qu'on fait tous les jours qui va agrandir, va changer notre relation, va changer notre partie de notre cerveau. C'est encore une fois l'épigénétique qui a le mieux en fait sur nos habitudes plutôt que de la génétique duquel on arrive. Bien évidemment, peut-être Valérie va nous dire, en fait, c'est clair que si on vient d'une famille qui a certaines habitudes, s'éloigner des habitudes demande l'investissement personnel de dire est-ce que je me sens partie de cette famille, donc je reste avec cette habitude, ou je m'éloigne et je prends mon chemin. C'est vrai, Valérie? Oui, oui, c'est d'ailleurs par là que je pensais commencer parce que dans un premier cas, c'est faire le point, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'habitude, des croyances, de la famille, voilà, de quoi on parle. Donc, premier état, ça sera le bilan de ça. Ok, parfait. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on a dit qu'on répète l'habitude, ça deviendra de plus facile, de plus en plus facile, jusqu'à quand on atteint notre plateau et donc finalement, aller finalement courir le mardi et le jeudi après notre travail devienne automatique. Donc, comme se brosser les dents, ça devient de la même on dit, en fait, les chercheurs estiment que les 40-50% de nos actions sont engendrées par habitude. Et prendre la rampe d'accès à l'habitude, c'est vraiment prendre la rampe d'accès dans l'autoroute. Du moment où on y est dedans, ben c'est clair, on va dans la même direction. On est vraiment sous l'automatisme, comme on le vient de dire. Et pour conclure, je cite donc Aristote parce que, comme on l'a dit au début de ma présentation, c'est un des philosophes qui pu en fait s'intéresser aux habitudes. Ben, l'excellence est un art qu'on l'attend par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et donc, l'excellence n'est donc pas une action
mais une habitude. Donc, c'est répéter, répéter et répéter. Comme on l'a dit, c'est vraiment ancrer l'habitude dans tous les jours. Et je termine avec mon partage. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation?